La culture chinoise est très différente, ce qui fait que ton comportement va naturellement changer quand tu parles chinois pour t'adapter en fait aux coutumes locales. Je me suis surpris à être différent quand je parle chinois et je suis complètement différent que quand je parle français ou même anglais par exemple. Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible, ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Aujourd'hui, je reçois Alexandre du site Chinois Tips qui va nous parler de son aventure avec le chinois mandarin. Dans cet épisode passionnant, il nous décrit son parcours, pourquoi il a choisi cette langue plutôt qu'une autre, quelles sont les plus grandes difficultés qu'il a rencontrées et surtout, il nous donne ses meilleures astuces pour assimiler les tons, mémoriser les caractères et comprendre la grammaire du chinois mandarin plus facilement. Alors que vous soyez en train d'apprendre le chinois ou que vous soyez tout simplement intéressé par les langues étrangères, cet épisode est fait pour vous. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! Salut François et merci pour l'invitation sur le podcast Super Apprenant. Donc moi je m'appelle Alex, je suis français et je vis et je travaille en Chine maintenant depuis un peu plus de 4 ans. Donc je suis quelqu'un qui est passionné de voyage, de langues étrangères et d'échanges interculturels. Et j'ai moi-même appris le chinois mandarin au travers d'un petit challenge où le but c'était d'apprendre le plus rapidement possible. Donc moi à la base je suis pas quelqu'un qui était très bon en langue à l'école, j'ai même toujours été plutôt assez mauvais et comme beaucoup de personnes je me disais ouais moi j'ai pas le truc des langues, tu vois, j'étais pas très motivé ni très assidu en classe donc j'avais jamais des bonnes notes et c'est après en fait en voyageant que je me suis pris de passion pour les langues et voilà de fil en aiguille me voici maintenant en Chine. D'accord, et donc tu parles le chinois mandarin? Exactement, voilà. Je parle couramment chinois mandarin. J'ai travaillé dans des entreprises chinoises et je me débrouille très bien. Est-ce que tu parlais d'autres langues avant de te lancer le défi d'apprendre le chinois mandarin? Ouais, juste l'anglais parce que comme je te disais, je voyageais beaucoup, surtout en Europe. D'accord. Donc j'utilisais essentiellement l'anglais et j'ai principalement appris l'anglais en immersion. J'ai jamais vraiment ouvert un bouquin ou suivi des cours. Ça a été en écoutant des musiques, en regardant des films et principalement en voyageant. Et donc, il y a 5 ans, tu t'es lancé le défi fou d'apprendre le chinois mandarin, c'est ça ? C'est ça. Alors, c'est un défi qui s'est passé en plusieurs étapes. À la base, c'était simplement par curiosité. Parce que je travaillais à Paris, en fait, en tant que salarié. Donc, j'avais pas mal de temps chaque jour dans les transports en commun. J'étais à la recherche d'une solution en fait pour un peu recycler tout ce temps perdu et je me suis dit allez c'est parti, j'ai pris la liste des langues les plus parlées dans le monde et le chinois était top 5 donc je me suis dit allez c'est parti on va prendre les chinois. Donc à la base c'était simplement une petite habitude de 20 minutes, tu vois, j'écoutais des podcasts dans le métro parisien et au fil du temps cette petite habitude s'est transformée en passion. J'ai participé notamment à des échanges linguistiques sur Paris. D'accord. Donc c'est très bon pour la motivation, franchement je recommande énormément aux gens qui apprennent une langue, c'est pas forcément que pour le chinois. Parce que tu sais, apprendre le chinois, c'est pas juste la langue, c'est aussi apprendre la culture. J'utilisais beaucoup les langages, les échanges linguistiques pour avoir accès à cette culture justement. Ouais, exactement. Parce qu'à la base, avant de te lancer le défi, t'avais aucun lien avec la culture chinoise ou asiatique, etc. Non ? Non, pas du tout. J'étais jamais allé en Chine. Je connaissais rien. En fait, c'était simplement par curiosité, tu vois, une petite curiosité. T'as vraiment pris la liste des langues parlées dans le monde. Tu te dis, bah tiens, je vais apprendre la première et puis. Comme ouais, ça, je parlais déjà l'anglais, donc je me suis 20% dit. 20% de l'humanité. Exactement. J'ai pris la liste. J'ai tapé sur Google liste des langues les plus parlées dans le monde, et j'ai pris. C'était entre l'espagnol et le chinois. Et le chinois étant plus difficile, enfin réputé plus difficile, ça m'a plus motivé à travailler. Il y avait un côté défi, tu vois, quand tu dis à quelqu'un ouais j'ai appris l'espagnol et quand tu dis ouais j'ai appris le chinois, il y a une différence quoi. L'un est beaucoup plus difficile que l'autre pour un français évidemment, donc c'était vraiment le défi. Et donc vraiment ton niveau de départ tu étais nul, tu connaissais même pas un mot en chinois? Non, zéro, je connaissais juste merci et bonjour, tu vois, la base quoi. D'accord.
Non, en fait, c'est devenu au fur et à mesure. Donc, mes 20 minutes d'études par jour se sont vite transformées en passion. Je me suis pris au jeu d'apprendre. Plus je progressais, en fait, plus j'étais motivé. Et c'est devenu une passion qui me prenait presque 2-3 heures par jour, tu vois, sur tout mon temps libre. J'apprenais, j'essayais de lire tout ce que je pouvais lire sur comment apprendre le chinois. Je regardais toutes les vidéos, je me documentais énormément. Je dévorais tout ce que je pouvais pour apprendre encore plus le chinois. Et c'est comme ça que est venue l'idée du défi chinois. Donc après 5-6 mois à tenir ma petite habitude en France, naturellement en fait m'est venue l'idée de faire un défi mandarin. C'était avec le but, c'était d'atteindre le plus haut niveau possible en mandarin. Tu vois, comme j'avais pas d'expérience, je savais pas exactement quel niveau tu peux atteindre si tu te donnes 1 an à temps plein là-dessus. J'avais jamais appris de langue comme ça avant, tu vois. Et là, le but, c'était me donner les moyens et du temps, surtout, pour m'investir à 100% dans mon but, qui était donc atteindre le plus haut niveau possible en chinois. En 1 an, c'est ça. C'est vraiment ça ton but. Donc ouais, après mes 6 mois, en fait, j'ai fait 6-7 mois en France, et après, 1 an, je suis parti 1 an en Chine. Donc je suis parti, j'ai démissionné de mon job, j'ai pris un billet aller simple. Je me suis donné un cadre confortable, tu vois. J'ai choisi une petite ville en Chine, c'est-à-dire une ville avec pas trop d'occidentaux, si possible, pour éviter de parler justement anglais et éviter d'avoir trop d'amis européens, tu vois, avec qui tu te parlerais anglais tous les jours. Je me suis trouvé une petite école de mandarin. J'ai continué les échanges linguistiques parce que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, tu vois, c'est plus pour le côté fun et motivation. Et voilà, et donc je suis parti à plein temps étudier le chinois en Chine. D'accord, et ça se passait comment? Au début, tu utilisais quand même un petit peu l'anglais ou t'essayais vraiment de tout faire en mandarin? Non, au début, comme j'avais étudié un peu 6-7 mois en France avant, j'ai quand même eu un petit niveau, tu vois. J'ai eu le niveau que moi j'appelle le niveau se faire des potes. Ça veut dire tu peux vivre tout seul dans la ville, tu peux t'acheter à manger, ouvrir un compte en banque, acheter une carte SIM et te faire des amis, tu vois, ça suffit. Si t'as ça, tu peux partir n'importe où. Et du coup, ce qui est bien, c'est vraiment si t'as le niveau pour te faire des amis. Donc du coup, si tu te fais des amis chinois, là, c'est vraiment le must, justement, pour pratiquer la langue au maximum. Ouais, exactement. Du coup, je m'étais donné toutes les chances de mon côté, hein. Donc j'avais pris une école de chinois, mais finalement, ça représentait pas beaucoup d'heures passées en cours. Je passais énormément de temps en solo, c'est-à-dire le nez dans mon livre, à étudier la grammaire, le vocabulaire, etc. Et l'autre moitié de mon temps, principalement avec des Chinois, pour pratiquer la langue, tu vois, genre pratiquer en vrai, c'est-à-dire parler, quoi. Faut que la langue bouge dans ta bouche. Qu'elle soit vivante. Exactement. Et tu nous disais que tu faisais pas mal d'échanges linguistiques. Alors comment ça se passait? Par exemple, tu faisais un peu la méthode tandem où par exemple on parle 30 minutes en français, 30 minutes en mandarin, ou comment ça se passait? Ouais, j'ai tout fait. Alors au début, je faisais des meet-up. Ça se passait sur Paris. C'est ce qu'on appelle des cafés anglais, quoi. En fait, tu rentres dans un café, tu achètes un café et tu parles avec quelqu'un qui veut pratiquer ta langue maternelle. Donc pour moi, essentiellement, c'était des Chinois. Et voilà. Et tu parles 1 heure ou 30 minutes en français et après t'échanges. T'essaies de parler 30 minutes en chinois. Donc c'est mieux de trouver quelqu'un qui a à peu près le même niveau que toi, ça marche mieux. Et j'ai fait aussi en ligne, donc là c'est en 1v1, c'est-à-dire que tu trouves quelqu'un sur un site d'échange linguistique, et puis vous vous rencontrez, ça marche pareil, sauf que c'est en 1v1, donc c'est très pratique quand tu débarques dans une ville et que tu connais personne, ça permet rapidement de se faire des amis. Donc toi, c'est vraiment les techniques que tu as utilisées justement pour pratiquer au maximum au départ ton chinois mandarin. Ouais, exactement. En fait, je passais assez peu de temps en cours, même très peu de temps, même si j'étais dans une école de chinois. Finalement, j'y passais à peu près 1 heure, 1 heure et demie par jour. Et tout le reste de mon temps, je le passais soit à apprendre le vocabulaire, à pratiquer de mon côté, ou alors à pratiquer avec un partenaire de langue, quoi, ou des amis, ou voilà. Il faut trouver une situation où tu peux parler, quoi. Et est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut apprendre le chinois mandarin de prendre une école de mandarin en Chine, ou est-ce qu'on peut vraiment apprendre tout seul? Ouais, je conseillerais quand même parce que c'est toujours bien d'avoir un professeur, des camarades, tu vois, d'avoir un cadre pour t'aider parce que tu as toujours des questions à poser et tu peux pas poser ça à n'importe qui. Par exemple, si tu demandes à un Chinois une question de grammaire, il va souvent te répondre c'est comme ça, t'as qu'à apprendre. Mais l'école de mandarin te permet d'avoir un cadre et d'avoir les bases, quoi. D'accord, vraiment. C'est vraiment d'avoir une structure et toi après tu profitais de la vie, de ta vie en Chine, vraiment pour faire vivre le langage et puis vraiment l'ancrer en toi.
Ouais, c'est ça. Alors moi, c'était assez intensif du coup parce que je m'étais donné que 1 an devant moi. Et c'est là en fait qu'est venue l'idée d'apprendre rapidement parce que quand tu as que 1 an, tu sais, je vivais sur mes économies. C'était pas les vacances pour moi. C'était au contraire très intensif. J'étudiais à peu près 9-10 heures par jour, tous les jours. Donc le but étant d'atteindre le plus haut niveau possible. Et étant donné que j'avais que 1 an devant moi, c'est là qu'est venue l'idée d'apprendre rapidement. Il fallait que je trouve des hacks, tu sais. On entend souvent parler du language hacking. Alors moi, j'aime pas trop le terme hacking parce que c'est un peu péjoratif, mais c'est vrai que la langue chinoise est très facile à hacker. Il y a beaucoup de petits raccourcis, de petites méthodes, de petites astuces pour aller plus vite. Et du coup, moi, c'était exactement ça que je recherchais, puisque j'avais pas beaucoup de temps devant moi. Donc, quel niveau tu as atteint après 1 an? Est-ce que c'était possible d'atteindre vraiment le niveau le plus haut en mandarin en 1 an, avec le recul maintenant? Alors, si tu comptes en plus le temps que j'ai passé en France, ça fait à peu près moins de 2 ans, tu vois, en tout, au total. Oui, c'est tout à fait possible. J'ai atteint un très bon niveau. Je pouvais à peu près faire tout ce que je voulais en chinois. Je pouvais discuter, écouter la télé. Je regardais des séries à la télé sans problème. Donc, le niveau exactement que j'avais atteint, c'était à peu près niveau HSK 6. Donc, pour ceux qui connaissent pas le HSK, c'est un examen pour mesurer ton niveau en chinois. C'est un peu comme le TOEIC ou le TOEFL pour l'anglais. D'accord, et le HSK6, c'est l'examen ultime, c'est celui-là? Ou il y a le 8, non, je sais plus. Alors, à l'époque, il y en avait 8 ou 9, ouais. Maintenant, ils ont simplifié, ils ont fait que 6 niveaux. Et c'est vrai que c'est le plus haut, mais c'est pas forcément le plus utile, en fait. Personne te demandera jamais d'avoir un niveau HSK 6, ça sert à rien, c'est juste pour l'ego. HSK 5, ça va très bien, tu peux déjà tout faire. Et donc, peut-être qu'on pourrait un peu parler maintenant de la langue, du mandarin, pour les gens qui connaissent pas trop cette langue. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu le nombre de locuteurs du mandarin? Parce que je crois que c'est la langue la plus parlée dans le monde. Après, ça dépend si on prend le nombre de personnes ou le nombre de pays dans lesquels elle est parlée. Mais au nombre de locuteurs, je crois que c'est la plus parlée au monde, c'est ça? Ah oui, en fait, ça dépend de quels critères tu utilises pour définir la langue la plus parlée au monde. Si tu utilises le critère comme langue maternelle, oui, effectivement, le mandarin est la langue la plus parlée au monde, mais c'est principalement dû au fait que la Chine est énorme et que le nombre de Chinois est énorme. Il y a plus d'1,5 milliard de Chinois. Donc, effectivement, en tant que langue maternelle, c'est la langue la plus parlée. Par contre, si tu utilises le critère de langue étrangère, c'est-à-dire tu mélanges tout, langue maternelle ou langue que tu as appris en deuxième langue, là non, malheureusement, c'est toujours l'anglais en fait qui est premier, principalement grâce à l'Inde, parce qu'en fait en Inde, ils parlent hindou, je crois, en langue maternelle. Par contre, ils apprennent tous l'anglais en deuxième langue. Du coup, ça fait énormément de locuteurs en anglais. Ouais, ça, en Inde, il y a 3 langues officielles. Donc, il y a l'hindi, l'anglais, le bengali. Enfin, je sais plus exactement, mais quelque chose comme ça. Il y a 3 langues officielles. Et donc, l'anglais, je sais que moi, je suis déjà allé en Inde, ouais. Et l'anglais, dans les villes, tout le monde parle anglais, quoi. Voilà, c'est un peu comme en Europe. Tu vas en Europe, tout le monde parle anglais, même si c'est pas la langue maternelle, finalement, de très peu de personnes. Le chinois, c'est un peu ça. En Chine, comme c'est un très grand pays avec une très vieille histoire, etc., il y a eu beaucoup de dialectes et beaucoup de langues. Alors, combien il y a de langues parlées aujourd'hui en Chine? Alors, c'est difficile à dire. Il y a des centaines et des centaines de dialectes et de patois un peu partout. La petite anecdote pour rigoler, c'est même qu'un petit village, 2 petits villages qui sont pourtant séparés de quelques kilomètres, eh bien, ils peuvent parler des dialectes complètement différents. Ça, c'est assez incroyable en Chine. Donc c'est difficile à dire combien de dialectes exactement, parce que il y a autant de dialectes que de régions et voire même de villages, parce que chacun a son patois. Et le mandarin, c'est vraiment la langue commune. D'ailleurs, en chinois, mandarin, ça se dit putonghua, qui veut dire justement langue commune. Donc ils ont été obligés quand même de définir une langue pour dire ok, celle-là, c'est la langue que tout le monde va parler à l'école, dans la télé, tu vois, mais pas forcément la langue maternelle de tout le monde. C'est un peu comme l'anglais d'ailleurs, en Europe. Est-ce que le mandarin est vraiment parlé partout en Chine, ou est-ce qu'il y a encore des petits villages, des irréductibles qui ne parlent pas encore mandarin et qui le comprennent pas? Ah oui, il y a sûrement des petits irréductibles qui ne parlent pas encore mandarin. En fait, c'est la langue qui est enseignée à l'école et qui est utilisée à la télé. Donc, si tu n'es jamais allé à l'école et si tu n'as pas de radio ni de télé chez toi, c'est tout à fait possible que tu n'aies jamais entendu parler mandarin de ta vie en Chine. Après, bien sûr, c'est de moins en moins. Il y a moins en moins de personnes dans cette situation. Et est-ce que le mandarin est parlé ailleurs qu'en Chine ? Oui, c'est parlé donc à Hong Kong. Bon, en fait, c'est la Chine maintenant depuis peu. Taïwan, qui a un statut un peu spécial en Chine. Et même quelque part, encore un peu en Malaisie, notamment à Singapour, où là, le mandarin fait partie des langues officielles là-bas.
Est-ce que tu as déjà utilisé le mandarin ailleurs qu'en Chine? Est-ce que ça t'arrive des fois en Europe, par exemple, de parler mandarin ou quand tu voyages dans d'autres pays d'Asie, etc.? Pas beaucoup en fait. C'est quand tu rencontres des Chinois. Alors heureusement, il y a des Chinois partout dans le monde. Tu vois, tu vas à Paris, c'est pas très difficile de trouver un restaurant chinois ou des personnes d'origine chinoise. Donc c'est toujours possible de parler mandarin. Où que tu ailles dans le monde, il y aura toujours un restaurant chinois ou des amis chinois que tu pourras rencontrer. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce que t'as apporté le fait de parler, d'apprendre le mandarin? Déjà, une nouvelle compétence qui est assez utile, particulièrement quand tu vis en Chine. C'est ce qui m'a permis aussi de trouver un travail ici. Donc, j'ai travaillé dans une société chinoise quelques années. Quoi d'autre? Ouais, ça permet en fait surtout de voir la Chine d'un autre œil, parce que tu peux lire en fait les journaux chinois, tu peux regarder la télé chinoise, et c'est vrai que les médias, ils traitent pas du tout de la même façon les événements dans le monde que par chez nous, pardon. Tu vois, ça permet d'avoir un œil un peu nouveau. Un autre point de vue en fait sur les événements qui se passent dans le monde en regardant tout d'un point de vue chinois. Ça, c'est assez intéressant. Super. Et on dit souvent qu'on vit une nouvelle vie à chaque fois qu'on apprend une nouvelle langue. Est-ce que pour toi, tu te trouves différent depuis que tu parles mandarin? C'est une question un peu philosophique, un peu bizarre peut-être. Non, en fait, t'as tout à fait raison. C'est une question que je me suis posée aussi parce que, comme je te disais, la logique chinoise, la culture chinoise est très différente, ce qui fait que ton comportement va naturellement changer quand tu parles chinois pour t'adapter en fait aux coutumes locales. Et donc, oui, tout à fait, je me suis surpris à être différent quand je parle chinois et je suis complètement différent que quand je parle français ou même anglais, par exemple. Je posé cette question parce que moi je parle russe et du coup je sais que depuis que je parle russe je suis aussi je me sens un peu différent. En fait le russe m'a apporté toute une ouverture sur un monde que je connaissais pas, c'est-à-dire l'ancien bloc soviétique qui est assez peu connu finalement en France. Et donc je pense que c'est un peu pareil avec le chinois, c'était ouvert un peu la porte de l'Asie. Exactement, ouais. Ça m'a complètement ouvert une porte. En fait, plus j'apprends le chinois et plus j'en apprends sur la culture chinoise et plus je me rends compte que je suis ignorant et que je connais absolument rien sur la Chine et l'Asie en général. Chaque fois tu ouvres de nouvelles portes et tu dis waouh, il y a encore du boulot. Voilà, c'est ça. Exactement. Et est-ce que du coup là maintenant tu t'apprends encore le mandarin ou tu t'es passé à une autre langue? Non, tout à fait. En fait, je continue d'apprendre le mandarin. Je pense que toute ma vie, je serai apprenant du mandarin, tout simplement parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre et que je peux toujours apprendre de nouveaux mots. Je découvre toujours des nouvelles expressions tous les jours. Je pense que jamais je vais finir l'apprentissage du mandarin. Super. Maintenant, j'aimerais parler peut-être d'une chose qui va intéresser plus nos éditeurs, parce que je sais qu'il y a plusieurs auditeurs qui apprennent le chinois mandarin. On va parler un peu si tu pouvais nous donner quelques astuces pour apprendre le chinois mandarin. Mais tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous parler un peu des grandes difficultés que toi tu as eues à travers l'apprentissage de cette langue? Ouais, bien sûr. Et en fait, il y a 3 grosses difficultés quand on se lance dans l'apprentissage du mandarin. La première, c'est la plus évidente, c'est bien sûr les tons. Donc la langue chinoise, c'est une langue tonale et c'est une grosse différence avec nos langues européennes parce que en chinois, certains mots vont se prononcer exactement de la même façon, mais ils vont avoir un sens complètement différent en fonction du ton que tu y associes. Donc c'est quelque chose que tu échappes pas, parce que en général on voit ça, la première leçon de chinois que tu fais, ou la première page de ton livre de chinois, ils vont t'enseigner les tons. C'est quelque chose qui est très facile en théorie à comprendre, parce qu'en chinois il n'y a pas beaucoup de tons, il n'y en a que 4, mais c'est extrêmement difficile en pratique. Et surtout, c'est pour ça qu'on voit les tons dès le début, dès la première leçon, parce que c'est quelque chose qu'il faut pratiquer vraiment dès le premier jour. Et c'est vraiment quelque chose de fondamental, parce que si on n'utilise pas le bon ton, le mot veut pas dire la même chose, et du coup on se retrouve, par exemple si on va dans un magasin, on se retrouve peut-être pas avec ce qu'on avait demandé à la base. Ouais, exactement. En plus, j'ai une petite anecdote marrante à ce sujet, c'est que le mot pour acheter et le mot pour vendre, ils se prononcent exactement pareil en chinois. C'est mai et mai. Et ce qui veut dire que le contexte, il va même pas te sauver. Si tu mets pas le bon ton, les gens, ils vont comprendre que tu veux vendre quelque chose au lieu d'acheter quelque chose, tu vois. Ça peut complètement changer ta phrase. De là l'importance de vraiment apprendre les tons dès le départ. Est-ce que tu as une petite astuce justement pour assimiler les tons? Quelque chose que toi t'as trouvé utile et qui t'a aidé dans ton apprentissage? Ouais, bien sûr. Alors déjà, la première chose à faire, c'est de te rendre compte de leur importance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ouais, les tons, c'est pas grave, on verra ça plus tard, tu vois. » Alors que c'est la chose la plus importante en chinois. Comme on le disait, si tu prononces correctement mais avec le mauvais ton, eh ben on va pas te comprendre. Donc c'est vraiment la chose à travailler en premier. Donc moi, la petite astuce que je donnerais au début pour ceux qui se lancent en chinois, c'est d'abord de les noter. De noter dans votre tête, à chaque fois que vous entendez un mot, de vous demander quels sont les tons associés à ce mot. C'est la
première chose à faire. C'est pas si dur que ça, c'est une petite habitude à prendre. Et faut tout le temps se demander et tout le temps se poser la question, ok, quels sont les tons des mots que je viens d'entendre. Et la deuxième petite astuce que j'aimerais donner, c'est de pratiquer les tons 2 par 2. Parce que souvent, en fait, à l'école ou dans les livres, on vous les apprend un par un. Donc en chinois, il y en a 4, donc ça fait 4 tons à apprendre. C'est pour ça que je disais que c'est très facile en théorie, en fait. Finalement, 4 tons, qui n'arriverait pas à les apprendre? Sauf qu'en pratique, c'est très difficile de les enchaîner entre eux. Donc moi, mon conseil quand je conseille souvent aux gens, c'est de les apprendre 2 par 2. Parce que les mots chinois sont constitués de 2 caractères en général. Alors, pas tous, mais la plupart sont constitués de 2 caractères. Donc si tu pratiques les tons 2 par 2, tu verras que c'est beaucoup plus dur que 1 par 1, mais c'est pas non plus impossible, puisqu'il fait à peu près 20 combinaisons à apprendre, et tu verras que c'est beaucoup plus simple, ça va tellement te simplifier la vie, de savoir déjà enchaîner 2 par 2 les tons, tu vas pouvoir enchaîner ta phrase avec les mots 2 par 2, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très utile à faire dès le début. Et ça permet aussi de faire travailler ta bouche autrement, justement pour prononcer ces tons qui sont pas habituels pour nous francophones. Et justement, le fait de les assimiler comme ça 2 par 2, c'est vraiment, ça permet justement d'apprendre à ton corps et à ton cerveau à les assimiler plus rapidement et plus efficacement. Exactement. Et surtout, il faut s'entraîner activement, tu vois. Faut pas se dire que ça viendra tout seul. Ça va pas venir tout seul. C'est pas quelque chose qui est naturel pour nous, Européens. Donc, si tu t'entraînes pas activement, par exemple sous forme de petites dictées, tu vois, tu écoutes un mot et tu essaies de deviner les tons, ça va pas venir naturellement, quoi. Il faut vraiment que ça soit quelque chose que tu pratiques activement tous les jours. Merci pour ces quelques astuces pour apprendre les tons. Et quelle est la deuxième grosse difficulté pour apprendre le chinois mandarin? La deuxième grosse difficulté, c'est bien sûr les caractères, évidemment. Donc beaucoup de gens, en fait, ont peur des caractères. Donc pareil que les tons, une grosse erreur, c'est bien sûr de ne pas les apprendre. Il faut les apprendre, c'est la base de l'écrit en chinois, et toute la beauté, en fait, de la culture chinoise réside dans les caractères. Le gros problème, évidemment, quand on se lance dans les caractères, c'est qu'il n'y a pas de lien entre l'écrit et l'oral. Ça veut dire que tu ne peux pas savoir à l'avance, juste en regardant ton caractère, comment est-ce qu'il se prononce à l'oral. Tu vois, c'est pas comme en anglais ou en français où même si tu comprends pas le mot, même si tu connais pas un mot, tu vas quand même être capable de le prononcer pour, par exemple, demander à l'oral qu'est-ce que veut dire ce mot ou le chercher dans un dictionnaire, par exemple. En chinois, malheureusement, c'est pas possible. Donc ça, c'est la première grosse difficulté pour les caractères. Et la deuxième, évidemment, c'est le nombre. Il y a énormément de caractères chinois. Il y en a plus de 50 000 en tout. Et beaucoup de gens se disent c'est beaucoup trop, j'y arriverai jamais à apprendre autant de caractères. Et donc la mémorisation des caractères, c'est un gros problème en général en chinois. Et c'est quelque chose qui fait peur aux gens, souvent le caractère. Quand on parle du chinois mandarin, on fait tu arrives à lire les caractères chinois ou etc. Ouais, exactement. C'est souvent ce qui revient d'ailleurs en se disant mais comment est-ce que tu fais pour apprendre autant de petits caractères qui ressemblent à rien, tu vois? C'est la grande question. Et est-ce qu'on a vraiment besoin d'apprendre 50 000 caractères pour pouvoir lire la plupart des informations en Chine? Alors évidemment, non, tu n'as pas besoin de lire 50 000 caractères. D'ailleurs, aucun Chinois n'y arrive. La plupart des Chinois qui sont allés à la fac ou qui ont été à l'école maîtrisent entre 3 000 et 5 000 caractères. C'est largement suffisant pour eux pour se débrouiller dans la vie, pour lire le journal, etc. Et pour quelqu'un qui apprend le chinois en langue étrangère, pas besoin d'en apprendre autant. Il suffit d'arriver vers 1500-2000. Déjà, c'est suffisant pour plier, quoi. Et toi, tu en as appris à peu près combien? Si tu arrives à voir le compte, c'est pas quelque chose que peut-être que tu comptes. Ouais, des caractères uniques, c'est vrai que je sais pas exactement. Je dois tourner aux alentours de 3000 peut-être, mais j'ai pas autant d'aisance qu'un chinois natif à me les souvenir. Il y a des caractères que j'ai dû oublier ou que j'ai simplement oublié comment on les prononce. Mais c'est vrai que j'ai dû voir au cours de mon apprentissage entre 3000 et 4000 caractères. Ça veut pas dire que je les connais tous, mais au moins je suis sûr que j'ai été exposé à au moins 3 ou 4 000 caractères. D'accord, super. Est-ce que là aussi tu as une petite astuce justement pour mémoriser plus facilement ces caractères chinois? Ouais, exactement. Alors, petite astuce qui est extrêmement utile quand on débute dans l'apprentissage des caractères, c'est de les couper, de les décomposer en radicaux. Donc, c'est un petit peu sur la même logique que les molécules et les atomes. Il existe énormément de molécules dans le monde, mais on peut toutes les découper en atomes. Et finalement, il n'y a pas tant d'atomes que ça dans l'univers. Donc, c'est pareil pour les caractères chinois. Si vous apprenez environ 100 radicaux, donc les radicaux, ça serait ce qu'on pourrait assimiler à des atomes, déjà, vous pourrez lire et comprendre à peu près 80-90% des caractères communs.
Donc il suffit d'apprendre les 100 radicaux les plus communs pour déjà être capable de couper, analyser et comprendre à peu près 90% des caractères qui sont utilisés couramment en Chine. Donc déjà ça simplifie énormément la tâche. Et deuxième petite astuce, ça serait de ne pas apprendre les caractères de façon brute, parce que je vois souvent des étudiants en fait qui apprennent les caractères à partir d'une liste et qui les apprennent un peu de façon brute comme ça. Franchement, je déconseille énormément parce que c'est très difficile d'apprendre un caractère hors contexte. Donc moi, mon conseil, c'est évidemment d'utiliser des exemples, d'utiliser un contexte, d'essayer de se souvenir où est-ce que vous avez vu ce caractère pour la première fois. Et d'utiliser cette astuce pour apprendre plus facilement. Et la troisième, évidemment, ça serait d'utiliser un algorithme de répétition espacée. Je crois que tu en as déjà parlé dans un de tes podcasts. Ouais, j'en parle souvent parce que c'est très souvent la répétition espacée, c'est un peu la technologie qui a fait avancer l'apprentissage des langues, je trouve, qui a donné un grand bond, qui a facilité l'apprentissage des langues justement. Ouais, alors c'est super pratique en chinois parce que là du coup c'est vraiment de la mémorisation brute pour beaucoup de caractères, et là s'aider d'un algorithme de répétition espacée pour apprendre les caractères, ça vous économise 80% de votre temps quoi. C'est vraiment le must pour apprendre les caractères. Parce qu'à un certain stade, au bout d'un moment, vous ne pourrez plus apprendre de nouveaux caractères, vous allez passer trop de temps à réviser les anciens, à essayer de ne pas oublier les anciens, à passer du temps à réviser les caractères que vous connaissez déjà. Et le fait d'utiliser un algorithme en répétition espacée, ça vous change la vie, quoi. C'est vraiment le gros must. Ouais, ça permet vraiment d'organiser votre apprentissage automatiquement en fait. Et du coup, vous n'avez pas besoin de réviser les 100 caractères que vous avez appris la veille, etc. Exactement. Donc ça permet d'avoir quelque chose de plus buvable en quelque sorte. Ah oui, exactement. Tous les jours, vous allez avoir peut-être 10 caractères à réviser, 3 nouveaux à apprendre, etc. Donc ça permet de rendre l'apprentissage plus humain, on va dire. Exactement, ouais. Et puis ça permet de gagner énormément de temps. Donc c'est du temps que vous pouvez réinvestir soit pour apprendre encore plus de caractères, soit tout simplement pour gagner du temps sur vos révisions. On lui dit passer 1 heure, vous allez y passer 20 minutes. Donc vous allez faire la même quantité de travail simplement en moins de temps. D'accord. Et quel logiciel tu utilises, logiciel de répétition espacée pour le chinois mandarin ? Alors il y en a plusieurs qui utilisent cette technologie. Moi, mon préféré, c'est Enki. Alors je sais que beaucoup de gens n'aiment pas vraiment Enki. J'ai jamais vraiment réussi à convaincre des étudiants à utiliser Enki parce qu'au début, c'est assez compliqué à configurer. Et je suis assez d'accord. C'est vrai que l'interface n'est pas forcément la plus facile. Mais il faut se dire quand même que Enki, c'est gratuit. Et surtout, les configurations sont infinies. Vous pouvez utiliser Enki pour tout, pas seulement pour le chinois. Et je sais qu'il y en a qui utilisent ça pour apprendre des recettes de cuisine ou des langages de programmation. Il y en a même qui utilisent ça pour les étudiants en médecine, tu sais, ils doivent apprendre énormément de molécules, de formules, etc. Et ils utilisent Enki pour gagner du temps. Moi, je sais que j'utilise, justement, c'est mon logiciel de répétition espacée préféré, même si le design n'est pas top et que c'est un peu difficile à première vue de l'utiliser, mais après, quand on commence à savoir comment utiliser, il y a tellement de paramètres, du coup, j'arrive à l'adapter à tout type d'apprentissage, et moi, je l'utilisais même pour apprendre le piano, tu sais, pour apprendre les accords de piano, etc., et ça marchait très bien. Parce que du coup, je révisais les pianos grâce à Enki. Je me disais, tiens, je dois réviser 7 accords de piano. Aujourd'hui, je révise un peu comme les caractères de chinois mandarin. Tous les jours, j'avais mes 5 accords de piano à réviser, plus de nouveaux, etc. Ah, c'est énorme. Ouais, tu peux vraiment exporter le concept à n'importe quelle compétence, quoi. C'est super utile, Enki. Mais à la base, j'utilisais vraiment comme toi, c'est pour les langues, pour le russe, pour l'ukrainien et pour ma cour attente de chinois mandarin aussi. Et je trouvais ça que ça marchait très très bien et ça permet vraiment d'accumuler rapidement beaucoup de caractères. Et du coup, on n'a pas parlé de la grammaire du chinois mandarin. Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile ? Alors la grammaire, souvent on entend un peu tout et n'importe quoi sur la grammaire en chinois. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas de grammaire, d'autres qui disent que la grammaire c'est super facile, d'autres qui disent que c'est très très compliqué. Alors de mon point de vue, moi la grammaire, je la trouve pas plus facile que notre grammaire en Europe. C'est vrai qu'elle est juste plus simple. Si tu compares avec la complexité des langues germaniques ou romanes où tu as plein de déclinaisons et de conjugaisons à apprendre par cœur, c'est vrai qu'en chinois, il n'y a pas de conjugaison et il n'y a pas de déclinaison. Par exemple, il n'y a pas de genre, tu vois. Ça peut paraître plus simple, enfin ça peut paraître plus facile, mais en fait c'est pas si facile que ça. Déjà parce que le contexte en chinois va prendre une importance
colossal. Par exemple, quand tu vas vouloir faire une phrase au passé ou au futur, il n'y a pas de conjugaison. Ça veut dire que tu ne vas pas pouvoir conjuguer ton verbe au futur. Ça veut dire qu'en gros, il va falloir que tu utilises un mot ou que tu arrives à placer le contexte de ta phrase de sorte à ce qu'on comprenne que tu parles dans le futur. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça à maîtriser au début. Et puis, l'ordre des mots va complètement changer en chinois. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui rebute pas mal les débutants parce qu'il va falloir s'habituer à penser dans un ordre différent. Et le pire, c'est que le sens des mots va changer en fonction du contexte. Donc parfois, on a cette impression, c'est que tu vas comprendre tous les mots d'une phrase en chinois, mais tu vas pas être capable de comprendre le sens de la phrase. Ça, c'est assez frustrant. Et ça, c'est lié à la grammaire qui est justement totalement différente. Donc pour résumer, je dirais que la grammaire en chinois, c'est pas plus facile, c'est juste plus simple. D'accord. Est-ce que tu as une petite astuce là aussi pour essayer un peu de hacker la grammaire chinoise ? Alors ça, ouais, j'ai testé énormément d'astuces. Moi, la meilleure astuce que je conseille, c'est de pratiquer avec un ami ou un tuteur en chinois. Et là, c'est vraiment indispensable. Il n'y a pas de recette miracle pour la grammaire. Va falloir vous entraîner à faire des phrases et à vous faire corriger. Et surtout à demander à ce qu'on vous corrige. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que quand on parle avec un ami ou un professeur, si la personne vous comprend, elle va pas vous corriger, elle va juste enchaîner dans la conversation pour que ça soit plus fluide et plus agréable. Et c'est là où vraiment il va falloir forcer les gens à vous corriger et à vous arrêter, à vous interrompre, pour que vous sachiez, ok, là j'ai fait une erreur, l'ordre des mots c'est pas correct, ou alors le mot que j'ai utilisé c'est pas correct. Parce qu'on va souvent entendre comme remarque au début, souvent les amis chinois vous diront, ah je comprends ce que tu dis, mais un chinois il dirait pas comme ça. Et là, il va falloir poser la question, ok, alors comment est-ce que tu dirais dans ces situations ? Et il va falloir apprendre de ses erreurs. C'est le meilleur hack que je peux donner pour la grammaire. Super, c'est vraiment une des choses les plus importantes, la pratique et d'apprendre de ses erreurs, parce que c'est vraiment comme ça qu'on habitue son cerveau, qu'on s'habitue à parler différemment, parce que c'est comme tu le dis, le chinois mandarin est tellement différent, donc il faudra vraiment apprendre d'avoir cet automatisme de mettre les mots dans un ordre différent, de penser différemment, etc. Et c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut hacker vraiment, parce que ça demande du temps de penser différemment, de changer un peu ses connexions neurologiques de son cerveau, etc. Exactement, il vous faut un partenaire, quelqu'un qui vous corrige, parce que tout seul, vous n'y arriverez pas en fait, vous saurez jamais si vous êtes bon ou pas. Donc c'est là qu'avoir un professeur, un tuteur ou simplement des amis et prend toute son importance. Super. Et est-ce que tu as des outils fétiches autres que Anki pour apprendre le chinois mandarin ? Oui, bien sûr. J'ai beaucoup utilisé ChinesePod. Comme je te disais, je suis un grand fan de podcasts et ça c'est vraiment la plateforme la plus riche que je connaisse pour les podcasts en mandarin. Donc il y a plus de 4000 leçons je crois, donc tu vois ils font ça depuis un moment déjà et c'est divisé en 5 niveaux, donc il y en a vraiment pour tout le monde, du débutant total à la personne qui est complètement experte. Ça c'est quelque chose que je continue d'utiliser encore aujourd'hui tous les jours parce que c'est très bien fait, ça dure entre 15 et 30 minutes par leçon. Il vous donne un transcript et en gros l'idée c'est qu'il va y avoir 2 personnes qui vont discuter d'un petit dialogue. Alors ça dépend de votre niveau, mais généralement ça peut être entièrement en chinois ou moitié chinois, moitié anglais. Et ils vont vraiment expliquer toutes les règles et pourquoi ils utilisent ce mot, pourquoi ils utilisent plutôt ça. C'est vraiment une des ressources les plus utiles que moi j'ai pu utiliser pour apprendre le chinois. Super. Et par contre, est-ce que c'est je crois que c'est que en anglais et chinois, non ? Est-ce qu'il y a une version française chinois ? Alors malheureusement, il n'y a pas de version française. En fait, en fonction de votre niveau, donc ils scindent ça en 5 niveaux. En fonction de votre niveau, il va y avoir les 2 présentateurs qui vont parler moitié anglais, moitié chinois. Et puis vers intermédiaire avancé, les 2 vont parler uniquement chinois. Donc là, l'anglais n'est plus un problème, mais c'est vrai qu'au début, pour les leçons débutantes, c'est malheureusement en anglais. Il n'y a pas là encore de version française. Du coup, Alex, est-ce que tu pourrais nous dire un peu tes projets parce que tu es derrière le site Chinois Tips, alors est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ce site ? Ouais, bien sûr. Le site Chinois Tips, en fait, c'est un site qui est né après mon challenge en chinois où je me suis rendu compte que il y a beaucoup d'apprenants du chinois qui passent beaucoup de temps à utiliser les méthodes conventionnelles, qui passent beaucoup de temps en cours, en classe, et qui finalement n'arrivent pas vraiment à progresser. En fait, ils sont motivés, tu vois, c'est pas un problème de motivation. Simplement, ils n'ont pas les bonnes méthodes. Donc, comme je te disais, le chinois est une langue très différente,
qui s'apprend pas comme l'anglais ou l'espagnol. Et les professeurs chinois, ils sont bons pour te corriger, ils sont bons pour te montrer comment apprendre la grammaire, mais ils sont pas très bons pour t'enseigner la compétence qui finalement est la plus importante, qui est de comment apprendre une langue. Donc c'est un peu comme ça qu'est née la plateforme. C'est une sorte de site qui compile toutes mes astuces et tous mes conseils pour aider les francophones à apprendre le chinois plus rapidement et plus efficacement. Donc tu peux y trouver plein d'articles, des guides, des outils, des podcasts. Et j'ai même lancé récemment une plateforme d'échange linguistique pour pratiquer le chinois en tandem. Donc c'est uniquement franco-chinois. C'est gratuit. Tu sais, comme je te disais, moi je suis assez fan de cette façon de pratiquer. Donc là, ça permet de mettre directement en relation des Chinois qui veulent apprendre le français avec des Français qui veulent apprendre le chinois. Et tu me parlais hors ce podcast, hors ligne, on va dire, que tu voulais aussi, tu lançais des podcasts justement pour avoir pour un peu mieux comprendre la culture chinoise. Est-ce que tu pourrais parler un peu de ça? Ouais, tout à fait. Là, je suis en train de lancer une série de podcasts, donc ça va être en français uniquement. Et le but, ça va être d'expliquer un concept culturel en Chine. Par exemple, comment dîner avec des Chinois ou comment travailler avec des Chinois. Parce que moi, quand j'avais appris le chinois, je me suis rendu compte que parfois, il suffit pas de bien parler mandarin pour pouvoir bien communiquer avec un locuteur chinois. Il faut aussi comprendre la culture. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, en particulier en Asie. Donc les podcasts, ça va vraiment être concentré là-dessus. Expliquer un concept culturel en Chine pour améliorer votre communication avec les Chinois. Super. Et si nos auditeurs ont des questions, où est-ce qu'ils peuvent te joindre? Donc vous pouvez me retrouver sur le site chinoistips.com, également sur Facebook, chinoistips. Voilà, les deux principales plateformes où vous pourrez me trouver. Donc voilà, je rappelle à nos auditeurs que je mettrai tous ces liens dans le descriptif du podcast, donc vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le lien et vous pourrez directement aller sur le super site de Alex ou le joindre si vous avez des questions. Et en tout cas, je voulais te remercier Alex, c'était super passionnant, c'était super intéressant, j'ai appris plein de choses. Parce que moi, le chinois fait partie de ma liste des langues à apprendre, donc j'irai sûrement voir ton site au moment où j'apprendrai le chinois justement pour avoir accès à ton expérience du chinois mandarin et surtout toutes les astuces que tu as développées, que tu as apprises pour apprendre cette langue plus rapidement et plus efficacement. Merci encore une fois d'avoir participé à ce podcast, Alex, c'était super. Merci à toi François, et puis au plaisir. Vous avez aimé cet épisode? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.